Brandon est un jeune homme de 19 ans. Étudiant brillant, il vient de terminer son année à la fac et part fêter ça avec des amis. Aux alentours de minuit, il décide qu'il est temps pour lui de rentrer et il se met donc en route direction le domicile de ses parents chez qui il habite toujours. Sauf qu'il n'arrivera jamais à destination. Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire de disparition mystérieuse, une histoire qui va vous faire vous gratter la tête. En tout cas, moi, elle m'a laissé vraiment perplexe. Si vous êtes fan d'histoires de ce genre, de disparitions mystérieuses, de true crime et autres histoires vraies incroyables, n'hésitez pas à vous abonner et surtout pensez à activer la cloche sur toutes les notifications afin d'être averti à chaque fois que j'ajoute une nouvelle histoire. Gardez l'œil ouvert aussi parce que comme d'habitude j'ai caché un secret dans cet épisode et comme d'habitude j'épinglerai le commentaire de la première personne qui m'indiquera de quoi il s'agit et à quel timestamp ça apparaît. Un grand bravo à Larval pour avoir trouvé le secret de la vidéo précédente, il était vraiment pas facile à trouver. Et maintenant si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour un nouvel épisode de HVI. Générique. Brandon Swanson est un jeune homme de 19 ans donc, vivant chez ses parents à Marshall, dans le Minnesota. Jeune homme studieux, il a toujours eu de très bons résultats à l'école, il ne se fait pas remarquer par ses professeurs et il a de nombreux amis. Un jeune garçon ordinaire en somme qui vient de terminer le lycée l'année précédente, en 2007, et qui, cette année, est inscrit à l'université de Canby, une ville à une 50aine de kilomètres de Marshall. Pendant cette année, il a décidé d'étudier les énergies éoliennes. L'année se déroule absolument sans encombre et se termine officiellement le 13 mai 2008. Et pour fêter la fin des cours, Brandon décide de rejoindre des amis dans la petite ville de Lint, à 10 km à peu près de là où il habite. Il semblerait qu'il y boive quelques verres, mais sans excès selon ses amis, d'autant plus que c'est juste une petite réunion entre copains chez l'un d'entre eux, pas vraiment une grosse fête. Entre 22h et 22h30, Brandon se rend à une deuxième soirée dans la ville de Canby ce coup-ci. Un de ses copains de fac est sur le point de rentrer chez lui dans un autre état et ils lui ont organisé un pot de départ. Brandon arrive aux alentours de 23h30 à cette soirée numéro 2 et il y boit un verre de whisky seulement. Là encore, toutes les personnes présentes à la soirée affirment que Brandon est tout sauf ivre. Et seulement une trentaine de minutes plus tard, aux alentours de minuit, un tout petit peu plus de minuit, ce dernier décide qu'il est temps pour lui de rentrer. La route qui relie Canby à Marshall est la 68, une longue ligne droite que Brandon connaît par cœur. En effet, pendant cette année scolaire, il a parcouru quasiment quotidiennement les 50 km qui séparent les deux villes, dans un sens et dans l'autre. Sauf que, même s'il n'est pas saoul, Brandon pense qu'il vaut mieux éviter la 68 et emprunter le réseau secondaire en parallèle de celle-ci. De cette manière, s'il y a un contrôle de police, il pourra l'éviter. Mais les petites routes en question, elles se ressemblent toutes. De longues lignes droites en plein milieu des champs, sans vraiment de points de repère facilement identifiables. Et en plus, il ne s'agit même pas vraiment de routes, mais plutôt de gros sentiers de gravier, sans éclairage public. C'est sans doute la raison pour laquelle, aux alentours d'1h15 environ, alors qu'il bifurque, il ne voit pas le fossé dans lequel il plante sa voiture. Heureusement, il n'allait pas bien vite et n'est pas blessé, la voiture semble en bon état également, néanmoins, elle est coincée. Il essaye de reculer, de la sortir de là, mais rien à faire, la voiture ne bouge pas. Brandon essaye alors de téléphoner à ses amis pour qu'ils viennent l'aider, mais il n'arrive à en joindre aucun. Et c'est la raison pour laquelle, à 1h54, il finit par appeler ses parents. Il leur indique précisément l'endroit où il se trouve, il est entre le parcours de golf et la petite ville de Lint, aux abords de la route numéro 23. Ses parents se mettent immédiatement en route et entre 1h54 et 2h17, ils échangent plusieurs coups de fil. Principalement parce que ses parents n'arrivent pas à trouver Brandon. Ils sont pourtant à l'endroit indiqué par leur fils, mais ils ne le voient nulle part. Son père décide alors de faire des appels de phare et de klaxonner, mais Brandon ne voit ni n'entend aucun des deux. Et lorsqu'à son tour, il fait des appels de phare et se met à klaxonner, ses parents ne l'entendent pas non plus. À 2h17 exactement, sa mère rappelle Brandon et ce dernier, un petit peu agacé que ses parents n'arrivent pas à le trouver, leur dit qu'il voit les lumières de la ville de Lint au loin et qu'il va s'y rendre à pied. Il leur demande de le rejoindre sur le parking du petit bar de la ville. À 2h23, Brandon démarre une nouvelle conversation téléphonique avec son père, au cours de laquelle il lui indique tout son cheminement. Il lui dit se trouver sur une route de gravier avec Marshall dans son dos et la ville de Lint droit devant lui. Puis à un moment, il dit à son père qu'il va quitter la route et couper à travers champs pour gagner du temps. Il passe
une clôture et puis une deuxième et indique à un moment entendre de l'eau, certainement une rivière, à proximité de l'endroit où il se trouve. Cela fait 47 minutes que Brandon est en ligne avec son père et lui décrit toutes ces étapes, quand soudain, à 3h10, il s'exclame « Oh merde !» Et ses parents se mettent alors à hurler dans le téléphone en espérant que si Brandon a laissé tomber son téléphone et ne parvient pas à le retrouver, peut-être il pourra entendre leur voix, mais ça ne marche pas. Il décide donc de raccrocher et de le rappeler en se disant là encore que s'il a égaré son téléphone, peut-être la lumière émise par le téléphone lors d'un appel l'aidera à le retrouver, mais Brandon ne décroche pas. Malgré de nombreuses tentatives pour le rappeler, Brandon ne décrochera jamais. Ses parents partent donc à sa recherche et parcourent toutes les petites routes aux alentours, mais aucune trace ni de Brandon, ni de sa voiture, nulle part. Et c'est la raison pour laquelle, à 6h30 du matin, ils contactent le bureau du shérif pour leur signaler la disparition inquiétante de leur fils, Brandon Swanson. Au départ, lorsque ses parents déclarent sa disparition, le bureau du shérif leur indique que Brandon est majeur et vacciné et qu'il a tout à fait le droit de disparaître s'il le veut, que ce n'est pas quelque chose de rare, surtout avec les jeunes gens de son âge, surtout après une soirée un petit peu arrosée. Mais les parents du jeune homme insistent en expliquant que c'est inquiétant, qu'ils étaient au téléphone avec leur fils. Bref, ils expliquent toute l'histoire et après un long moment, finalement, le bureau du shérif décide d'accepter de démarrer une procédure de personnes disparues. Pour commencer, le véhicule du jeune homme est déclaré recherché. Après quoi, les policiers souhaitent localiser le téléphone de Brandon, mais pour ce faire, ils doivent faire une réquisition auprès de l'opérateur téléphonique, dont les bureaux à cette heure matinale ne sont pas encore ouverts. Un peu plus tard dans la matinée, la réquisition est faite, et à la grande surprise générale, le résultat tombe. La dernière connexion du téléphone de Brandon s'est faite à l'antenne relais située un petit peu au sud de la ville de Minneota. Sans rentrer dans des explications techniques détaillées, pour la simple et bonne raison que je n'y connais rien du tout, il semblerait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, contrairement à ce que je croyais en tout cas, que l'opérateur téléphonique ne soit pas en mesure de donner la position GPS exacte d'un téléphone, et encore moins à l'époque. Peut-être que cela a changé depuis, d'ailleurs si vous vous y connaissez, dites-moi dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux. Mais en tout cas, pour faire simple, pas de localisation exacte du téléphone sauvegardé par l'opérateur, simplement le relais utilisé pour transférer ses communications. Toutes les recherches sont donc immédiatement redirigées vers la petite ville de Minneota, et vers 12h30 à peu près, une patrouille découvre le véhicule de Brandon à cet endroit. Les effectifs de police font un premier ratissage de la zone et font également appel à une équipe cynophile d'un comté voisin, mais les recherches ne donnent rien. Le lendemain matin, jeudi 15 mai 2008, des équipes d'une petite association du coin qui s'appelle Codington County Search, Dive and Rescue, une association de personnes spécialisées dans la recherche de personnes disparues, vient se greffer au dispositif. De même que des équipes cynophiles supplémentaires avec des chiens un petit peu plus spécialisés que les chiens employés lors de la première journée, et soudain, l'un des chiens flaire une piste. Il suit la trace supposée de Brandon et il semblerait que ce dernier ait marché vers le sud, puis bifurqué à l'ouest sur la 390e. Il aura ensuite bifurqué une nouvelle fois plein nord cette fois-ci et aurait marché sur environ 800 mètres avant de s'engager sur un petit sentier menant à une ferme abandonnée sur sa gauche. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de couper à travers champs et de suivre une rivière du nom de Yellow Medicine River en direction du nord-ouest. À un moment, le chien s'arrête devant la rivière et saute dedans. Les équipes de secours pensent alors que Brandon a pu tomber dans la rivière et peut-être s'y noyer, mais le chien ressort de l'autre côté et semble continuer sa traque pendant un court moment avant de finalement perdre la trace. Petite coïncidence malheureuse, le lendemain de la disparition, la route voisine a été nivelée, rendant toute trace olfactive complètement indétectable, même pour les chiens avec l'odorat le plus développé. Les équipes de recherche et de secours essayent de définir une zone dans laquelle Brandon pourrait se trouver, basée sur sa position de départ, le véhicule, et les 47 minutes de marche, puisque ce sont les 47 minutes qu'il a passées au téléphone avec son père. Toute cette zone est entièrement fouillée de fond en comble, et même plus. Malheureusement, Brandon ne sera retrouvé nulle part. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à ce pauvre garçon ? D'abord, à la question comment Brandon a-t-il pu se tromper à ce point sur sa position, parce que l'endroit où son véhicule a été retrouvé et l'endroit où il pensait se trouver sont quand même espacés de plus de 35 km, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. À commencer par la fatigue,
et l'alcool. En effet, même s'il n'était pas ivre, il avait tout de même consommé quelques verres, ce qui a pu éventuellement altérer son jugement. Mais j'insiste sur le fait que tous ses amis ont déclaré qu'il n'était pas ivre. Et c'est d'ailleurs confirmé par son père plus tard, qui dira que si son fils avait été ivre, au cours d'une conversation téléphonique de 47 minutes, il s'en serait rendu compte à un moment ou à un autre. Et je veux bien le croire. Quand on est ivre, on peut peut-être réussir à le cacher pendant quelques minutes, mais pendant une si longue période de temps, je ne pense pas. Maintenant, s'il est vrai que Brandon faisait quasiment quotidiennement le trajet Canby-Marshall, il le faisait en empruntant l'axe principal, cette fameuse route 68, qu'il a décidé d'éviter ce soir-là. Et il est possible qu'il connaissait un petit peu moins les routes secondaires. Mais personnellement, ça me laisse quand même un petit peu perplexe, parce que si comme moi vous avez grandi à la campagne, vous serez d'accord pour dire que généralement, toutes les petites routes autour de chez soi, on les connaît par cœur. Après, il faut bien avouer que j'ai longuement étudié cette carte, et si on fait abstraction du pourquoi il est arrivé là où il a planté sa voiture dans le fossé, lorsqu'il a commencé à se mettre à marcher, la confusion aurait vraiment été possible. En effet, il longeait une route principale sur sa gauche, suivait un cours d'eau, et il y avait des champs tout autour. Ajoutez à cela le fait qu'il faisait nuit, et que a priori ce soir-là, la lune n'éclairait pas énormément. Du coup, c'est compréhensible. Mais ça reste quand même le détail qui me chiffonne le plus dans toute cette affaire. Comment a-t-il pu se méprendre à ce point? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Passons maintenant aux différentes hypothèses sur ce qui a bien pu lui arriver. La première possibilité, c'est que Brandon soit mort là où la pelle a coupé, juste après avoir crié « Oh merde ». Et bien évidemment, la première hypothèse des enquêteurs est que Brandon est tombé dans la Yellow Medicine River et s'y soit noyé. Raison pour laquelle cette dernière a été très minutieusement explorée par de très nombreux plongeurs sur une section de plus de 10 km. Résultat, aucun corps retrouvé. Et par la suite, cette section de 10 km a été rallongée et s'est transformée en une section de 16 km. 16 km explorés par différents bateaux et par de très nombreux plongeurs, mais aucun corps. Maintenant, cette rivière, la Yellow Medicine Rivière, n'est pas la seule rivière du coin. En effet, un tout petit peu plus loin au nord, il y a plutôt un gros ruisseau qu'une rivière, du nom de Mud Creek. Et en plus de ces deux rivières, la région étant très agricole, elle regorge de fossés remplis d'eau et autres canaux d'irrigation. Évidemment, les différentes équipes de recherche ont exploré toutes ces possibilités, tous ces différents points d'eau, en vain. Mais il aurait aussi très bien pu ne pas se noyer et simplement trébucher et se blesser, et puis, ne pouvant pas bouger, mourir d'hypothermie. Cette hypothèse tient la route parce que les températures cette nuit-là auraient presque à coup sûr causé l'hypothermie si quelqu'un était resté dehors sans bouger, qui plus est si cette personne, comme Brandon, n'était pas vraiment vêtue pour être dans le froid. Néanmoins, encore une fois, la zone a été ratissée à de très nombreuses reprises et il est donc assez peu probable qu'un corps se trouve quelque part au sol sans qu'aucune équipe de recherche n'ait pu le retrouver. Après, il est également possible qu'il soit tombé, qu'il ait trébuché, et c'est de cette manière qu'il aurait perdu son téléphone et se serait écrié « Oh merde », mais qu'il se soit relevé et continué de marcher. Sauf que pendant sa chute, pour une raison ou pour une autre, il aurait été mouillé, soit à cause de la rosée, soit à cause d'un ruisseau, soit même à cause de sa sueur, à cause de sa transpiration. Et ensuite, le froid additionné à cette humidité aurait là aussi entraîné l'hypothermie. Mais comme précédemment, si ça avait été le cas, son corps aurait forcément été retrouvé. Hypothèse suivante, il s'est fait ramasser par quelqu'un en voiture, quelqu'un de mal intentionné. Eh bien, ce scénario est assez peu probable, parce que une nuit, en pleine semaine, les chances de tomber sur quelqu'un en plein milieu de nulle part comme ça sont assez faibles, alors les chances de tomber sur quelqu'un de mal intentionné le sont encore plus. Pas complètement impossible, mais assez improbable. Ou alors il aurait pu tomber sur quelqu'un de bien intentionné, mais à moins de souffrir d'une amnésie soudaine et totale, il aurait bien fini par rentrer chez lui un jour ou l'autre. Il a également été envisagé qu'il puisse s'agir d'une disparition volontaire, mais là encore, les probabilités sont faibles. Premièrement, parce qu'il ne travaillait pas et n'avait pas les moyens financiers pour subsister, et encore moins les moyens nécessaires pour un changement d'identité pour une relocalisation. C'est que ça coûte cher quand même ce genre de choses. Et deuxièmement, parce qu'il n'avait a priori aucune raison de vouloir disparaître. Il faisait des études dans lesquelles il s'épanouissait, il avait des amis, une petite amie, et qui voudrait disparaître et appellerait ses parents à l'aide pour venir le chercher? Ça ne tient pas vraiment la route. Bien sûr, ceux qui croient à ce genre de phénomène pourront envisager un enlèvement par des extraterrestres.
Ça n'est pas mon cas. Mais il reste une dernière possibilité, et c'est celle qui, à mon sens, est la plus plausible. Il aurait pu tomber dans un puits, une cavité quelconque, un trou menant à une source, ou encore une citerne souterraine. En effet, dans un milieu agricole, en plein milieu des champs comme ça, les citernes souterraines, ce n'est pas ce qui manque. Inutile de vous dire que tous les trous, puits, cavités, citernes de la région ont été explorés très minutieusement, en vain malheureusement, et pendant les 12 années qui ont suivi, les recherches dans ce sens ont continué, mais sans aucun résultat. Ceci dit, ça reste quand même, à mon avis, l'explication la plus plausible sur le fait que Brandon se soit complètement volatilisé et disparu de la surface de la Terre sans laisser aucun indice, ni son téléphone, ni un morceau de vêtement, ni rien du tout. J'espère en tout cas qu'il sera retrouvé un jour, au moins pour que sa famille puisse faire leur deuil. Le seul point un tant soit peu positif de toute cette histoire, c'est le fait qu'après avoir dû batailler pour que la police démarre les recherches dans les plus brefs délais, les parents de Brandon ont fait tout leur possible pour que ça n'arrive jamais à d'autres familles. En effet, souvenez-vous, lorsqu'ils avaient rapporté la disparition de leur fils, il leur avait été rétorqué que, étant majeur, Brandon avait le droit de disparaître s'il le souhaitait. Parce qu'en 2008, seules les disparitions d'enfants étaient traitées immédiatement, les disparitions d'adultes, elles, étaient traitées après un certain délai seulement. Les parents de Brandon ont donc lutté pour que la loi soit modifiée et que, lors d'un signalement de personnes disparues, même lorsqu'il s'agit d'un adulte, une enquête soit démarrée immédiatement. C'est ainsi qu'un an plus tard, la loi s'appelant la loi de Brandon a été signée en mai et est entrée en vigueur en juillet 2009, dans le Minnesota. Et de nombreux États voisins ont suivi l'exemple en promulguant un petit peu après des lois similaires. Il est donc très probable que la loi de Brandon ait permis de sauver des vies. Si cette histoire de disparition vous a intrigué, je vous recommande d'aller voir celle-là ou encore celle-là. Elles sont aussi super intéressantes. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de partager, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!